Quand l'orage se dissipe enfin, l'équipe de récupération est impatiente de poursuivre le sauvetage. En utilisant des vérins à câble pour appliquer une force de 6000 tonnes, ils tentent de redresser le navire. Après 19 mois de travail qui aboutissent à ce moment, le navire ne bouge pas. Le 13 janvier 2012, le Costa Concordia a percuté un rocher près de l'île de Giglio, en Italie, en raison d'une mauvaise navigation du capitaine Francesco Schettino lors d'un passage non autorisé. Le Costa Concordia mesurait 290 mètres de long et 35 mètres de large, avec des équipements luxueux pour plus de 3000 passagers. La collision a percé un grand trou dans la coque, inondant la salle des machines. Malgré la gravité de la situation, le capitaine a retardé l'évacuation, ce qui a entraîné le chaos et la confusion. Finalement, le navire a chaviré et a partiellement coulé, laissant 32 personnes mortes en Tweedledons. Pour une histoire plus détaillée sur le naufrage du Costa Concordia, regardez la vidéo dans le lien. Le Costa Concordia appartenait à la filiale italienne de Carnival Corp, basée à Miami, et à Carnival Public Limited Company, les plus grands opérateurs de croisières au monde avec 49% de parts de marché. Ils ont plus de 100 navires de croisière et le Costa Concordia était l'un des plus grands, représentant 1,5% de leur capacité. Le Costa Concordia était 2 fois plus grand que le Titanic et aussi long que 3 terrains de football américains. L'épave s'est échouée dans le parc national de l'archipel toscan sur l'île de Giglio et dans le sanctuaire marin Pelagos, réputé pour la biodiversité de son habitat et les fréquentes observations de rorquals communs et de dauphins bleus et blancs. Avec l'épave reposant dans un parc national et un sanctuaire marin, il était important de retirer l'épave rapidement en un seul morceau, avec un impact minimal sur l'environnement. L'épave du Concordia représentait également une menace pour l'économie de Giglio, qui dépend fortement du tourisme. Le 3 février 2012, les propriétaires de Costa invitent 10 grandes entreprises de sauvetage à soumissionner pour le retrait du Concordia. 6 entreprises doivent soumettre leurs propositions et stratégies pour l'opération de sauvetage. Franco Gabrielli, le chef de la protection civile, tient une réunion avec les habitants de Giglio et annonce le plan de sauvetage du Costa Concordia. Il explique que le navire sera retiré en un seul morceau, remis à flot et remorqué. Les habitants expriment leur inquiétude concernant l'impact environnemental de l'épave. Le navire se trouve au bord d'une falaise sous-marine, suspendu à la proue et à la poupe par 2 éperons rocheux sous-marins. Si le navire glisse et se brise, il pourrait déverser plus de 2000 tonnes de pétrole dans ce sanctuaire vierge. Pour répondre aux problèmes environnementaux, un premier contrat est attribué à Smith Sauvetage et à son partenaire, Niri Société, par action pour le contrôle de la pollution, le retrait du fioul du navire et le nettoyage des débris provenant du bâtiment. Le Concordia contient environ 2200 tonnes métriques de fioul intermédiaire, qui est un mélange de gaz, d'huile et de fioul lourd, ainsi que 185 tonnes métriques supplémentaires de diesel marin et de lubrifiant répartis dans ces 17 réservoirs. Les 2 carburants contiennent des composés toxiques nocifs pour la vie marine et, s'ils fuient, ils décimeront le sanctuaire et les plages locales. 2000 mètres de barrages flottants ont été placés autour du navire et le long de la côte de l'île de Giglio. Les barrages retiendront toute fuite de pétrole ou de débris provenant du navire et une petite flottille de navires de récupération de pétrole est en attente. Le 12 février 2012, Smith et Nehari commencent les opérations de dépollution. Ils utilisent une technique appelée hot tapping. Des plongeurs perçant le fond de la coque du navire et pénètrent dans le réservoir de carburant afin de pouvoir installer une vanne de contrôle sous chaque réservoir de carburant. Ils installent ensuite une autre vanne de contrôle en haut du réservoir de carburant et fixent des tuyaux aux vannes du haut et du bas. Le carburant du navire est une huile épaisse chauffée pour la fluidifier et faciliter son écoulement. L'huile est pompée par le tuyau supérieur vers un réservoir sur une barge en surface. L'eau de mer est pompée par le tuyau inférieur pour pousser le carburant hors du réservoir, remplissant l'espace et stabilisant l'équilibre du navire. Les sauveteurs passent d'un réservoir à l'autre, ce qui prend plus de temps que prévu et dépasse le plan initial de 28 jours. Au 24 mars 2012, les 17 réservoirs de carburant sont vidangés, ce qui dissipe les inquiétudes immédiates concernant les impacts environnementaux de l'épave. Le Comité Bureau international des sauvetages doit désormais prendre une décision clé pour l'attribution du contrat de sauvetage.
Le Comité Bureau International des Sauvetages regroupe des experts de Costa et Carnival, propriétaires et exploitants du navire, des consultants en sauvetage, des agences environnementales et des spécialistes en construction navale. Ils évaluent les offres d'un point de vue technique pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences et recommandations fixées par les autorités italiennes et pour garantir que le plan permettra de retirer l'épave avec un maximum de précautions de sécurité et un impact minimal sur l'environnement, le tourisme et l'économie de Gigio. En avril, le contrat est attribué à Titan Selvage, filiale de Crowley Maritime Corporation en Floride. Titan Selvage a une solide expérience dans le sauvetage des pires catastrophes maritimes et bénéficie d'une équipe très spécialisée et d'équipements adaptés. Grâce à Jensen Maritime, filiale de Crowley basée à Seattle, Titan peut fournir un soutien avancé, incluant des spécialistes en gestion de projet, rédacteurs de procédures, concepteurs, ingénieurs de contrôle de projet et responsables logistiques. Titan collabore avec Micropiri, prestataire italien spécialisé en construction et ingénierie, doté d'équipements de levage lourd clés en Méditerranée. L'opération de sauvetage installe sa base au port de Civitavecchia. Il prévoit que l'opération prendra 12 mois et coûtera jusqu'à 300 millions de dollars. En mai 2012, Titan Selvage et Michael Perry nomment le maître sauveteur sud-africain Nick Sloan pour superviser l'opération. Sloan est un maître sauveteur hautement expérimenté. Ses 40 ans d'expérience maritime seront testés lors de la plus grande opération de sauvetage de l'histoire. Un mois plus tard, l'équipe de sauvetage prépare un plan en 5 étapes pour remettre à flot le Concordia. Les sauveteurs suivent un stage d'alpinisme de 4 jours pour se préparer à travailler sur les pentes raides de l'épave. Ils s'attellent ensuite à retirer les structures et équipements de l'extérieur du navire, comme le radar, le toboggan aquatique et la cheminée. Une fois ces éléments retirés, l'équipe peut commencer la première phase de l'opération, ancrer et stabiliser l'épave pour éviter qu'elle ne glisse ou ne s'enfonce sur le fond marin escarpé. Ils doivent sécuriser le navire et créer un environnement sûr pour travailler, même en cas de mauvais temps. Pour stabiliser le navire, Nick et son équipe installent un système d'ancrage composé de 4 blocs d'ancrage immergés. Chaque bloc de 35 tonnes est fixé au fond marin entre le centre de l'épave et la côte. Ils installent 16 câbles lourds reliant les blocs d'ancrage à la Concordia. Ils ajoutent 7 blocs d'ancrage le long de la coque, portant le total à 11. Les tours sont posées sur les blocs d'ancrage. Chaque tour est équipé de 2 vérins hydrauliques à câble, soit un total de 22 chaînes. Chaque maillon de chaîne mesure 68 cm et pèse 408 kg. Les chaînes sont ensuite fixées sous la coque pour empêcher le navire de glisser le long de la pente. À ce stade, le navire repose à un angle de 70 degrés 21 mètres sous la ligne de flottaison. Le navire sécurisé, l'équipe entame la deuxième phase. Le navire est déjà suspendu à la proue et à la poupe entre les 2 éperons rocheux. Il faut maintenant une plateforme pour soutenir le centre du navire. Pour créer une base stable sur ce terrain irrégulier, l'équipe de plongée de Titan place 15 000 m3 de sacs de coulis remplis de ciment entre les 2 éperons rocheux afin de construire une plateforme. Chaque sac a la taille d'une piscine résidentielle. Les sangles sur chaque sac faciliteront leur levage et leur retrait à la fin du projet. 120 plongeurs spécialisés provenant de 11 pays travaillent avec les opérateurs de grues en surface pour disposer les sacs sur le fond marin. Le projet enregistre environ 100 plongées par jour à une profondeur de 45 mètres chacune durant 45 minutes. Ensuite, les plongeurs vont au caisson hyperbar pour la décompression. Chaque plongeur est soutenu par 5 membres d'équipage en surface. L'équipe de surface instruit et surveille en continu la profondeur et l'air des plongeurs. À la fin du projet, l'équipe de plongée aura effectué plus de 22 000 plongées. Le temps hivernal arrive alors que les plongeurs posent devant les sacs de coulis. 2 des pires tempêtes en 45 ans frappent l'île en seulement quelques semaines, à la fin du mois d'octobre. Elles sont appelées les tempêtes d'Halloween et elles font couler le navire de presque 2 mètres, ce qui provoque un retard dans l'opération. Heureusement, le navire ne se déforme ni ne s'effondre, donc le sauvetage peut continuer comme prévu. L'équipe installe maintenant 6 plateformes en acier contre les sacs de coulis, la plus grande pesant 1000 tonnes. Les plateformes sont construites dans 3 chantiers,
en Italie, utilisant 3 fois plus d'acier que la tour Eiffel. Des pieux pour ancrer les énormes plateformes dans le fond marin sont installés à côté des sacs de coulis. Chaque pieu nécessite un trou de 2 mètres de diamètre et de plus de 12 mètres de profondeur. Les trous doivent être forés sur le flanc d'une montagne de granit sous-marine. L'équipe de récupération compare cela à percer du verre à 45 degrés avec une perceuse manuelle, mais à une échelle bien plus grande. Les trous doivent être percés précisément pour que les plateformes s'ajustent avec seulement 1% de tolérance. Les trous doivent être faits 2 à 3 semaines avant l'installation des plateformes pour permettre des ajustements mineurs éventuels. Pour relever le défi du perçage du granit, l'équipe fabrique des gabarits sur mesure qui correspondent à l'empreinte des plateformes. Ils fixent ensuite des vérins hydrauliques qui percent le granit. Ils utilisent 2 guantes de gabarit. L'un pèse plus de 75 tonnes, l'autre, plus grand, dépasse 270 tonnes. Pour protéger l'environnement lors du forage, la tête de forage est enfermée dans un système fermé avec un tuyau de 2,5 mètres reliant le fond marin à la surface pour extraire déblais et sédiments boueux. Les biologistes marins de l'université La Sapienza de Rome déplacent également temporairement plus de 280 grandes moules disséminées parmi les herbiers de Posidonie pour les protéger. Le défi suivant est d'acheminer les caissons flottants du chantier naval au site des travaux. Les caissons flottants sont des structures métalliques fixées sur le côté du navire. Les caissons flottants possèdent des tuyaux et des pompes à air informatisées pour générer de la flottabilité ou ajouter de l'eau de lest. Le plus grand caisson flottant pèse 800 tonnes et le plus haut mesure l'équivalent de 11 étages. Construits dans 5 chantiers navals italiens, ils sont stockés puis envoyés sur le site du projet selon les besoins. Les caissons flottants ont une position spécifique sur l'épave et ne sont pas interchangeables, donc ils sont amenés sur le site dans un ordre et une orientation précis. L'équipe sous-marine a terminé de forer le dernier trou et les plateformes arrivent sur le site. Il y a une marge d'erreur de moins de 15 cm sur toute la longueur de la plateforme. Au-delà de cela, les jambes ne rentreront pas. Les jambes creuses dans le pont de la plateforme glissent sur les pieux et les sauveteurs soupirent de soulagement lorsque la plateforme s'ajuste parfaitement. Au total, avec les plateformes, les caissons, les gabarits sous-marins et toutes les autres structures en acier lourd utilisées pour le projet, ce sont 33 000 tonnes d'acier qui sont fabriquées, soit assez pour construire 2 navires. Après l'installation des plateformes, le navire de levage SAL Spegna intervient pour poser des outils spéciaux pour le flambage de puissance, soit la phase 3. Le flambage de puissance est la méthode qui consiste à redresser le navire à l'aide de câbles et des caissons qui attendent d'être installés. 11 des 15 caissons sont installés sur le côté bâbord de l'épave, qui est la partie supérieure au-dessus de la ligne de flottaison. La proue est suspendue au-dessus du récif, alors ils utilisent des blister sisters, des réservoirs spéciaux servant de minerve pour soutenir la proue lors de la manœuvre de flambage de puissance. Les blister sisters réduisent le risque de tordre la proue ou d'endommager davantage le navire. Bien que les blister sisters ne fasseront pas partie du plan initial, le capitaine Sloan souhaite offrir plus de soutien à la proue suspendue. Les réservoirs blister sisters sont fixés à la coque via 3 tuyaux d'ancrage placés dans les tunnels des propulseurs d'étrave. Le 13 janvier 2013, un an après l'accident, pour la première fois, l'opération s'arrête pendant une journée. Les familles des personnes impliquées dans la tragédie du Concordia se réunissent pour se souvenir des 32 vies perdues. Les autorités italiennes craignent les déblais, sédiments de boue du forage ainsi que les débris du sauvetage et de l'épave. L'équipe de sauvetage reçoit l'ordre de retirer 4000 tonnes de sédiments et de débris du fond marin. Le projet est retardé d'1 mois. Après avoir dégagé la zone, l'équipe attend la fin d'une nouvelle tempête. Entre janvier et septembre, l'équipe de sauvetage a installé les 11 caissons sur le côté bâbord du navire. Le 16 septembre 2013, l'équipe entame la manœuvre de redressement par puissance. Ils installent 36 vérins hydrauliques à câble sur le navire. Les vérins à câble sont des palins hydrauliques pour soulever de lourdes charges. Les vérins à câble offrent une capacité combinée de 13 000 tonnes de force. La deuxième force qu'ils utiliseront est la gravité. Les caissons se remplissent d'eau pour alourdir l'extérieur du navire. Pendant que l'eau exerce une force vers le bas, les vérins à câble tirent le haut du navire en biais. Au début, les caissons sont vides.
Lorsqu'ils commencent à redresser l'immense navire, avec une force de 6000 tonnes, le navire ne bouge pas. Les chaînes posées au départ empêchent le navire de glisser sur la montagne de granit. Elles maintiennent le bas du navire tandis que les vérins à câble tirent le haut dans l'autre sens. Si l'angle des forces est mauvais ou la pression trop forte, les chaînes sous le navire peuvent céder et le navire glisser. Le capitaine Sloan augmente la force hydraulique à 6800 tonnes. Le navire se soulève lentement des rochers et les chaînes tiennent. Le bâtiment pivote de 3 degrés. Le plan fonctionne. En pivotant le navire, il diminue la traction et inonde les caissons de flottaison, facilitant ainsi le roulage du navire. C'est une manœuvre finement chorégraphiée. Si rien n'est fait, le poids de l'eau dans les caissons de flottaison tirera le navire jusqu'à ce qu'il se retourne complètement. Lorsque le redressement atteint 10 degrés, il s'arrête temporairement. Certains câbles sont emmêlés et l'équipe doit les libérer. Ensuite, la manœuvre de redressement sous tension continue. À minuit, ce n'était plus possible de tirer artificiellement le navire. Il a été tourné de 35 degrés, les caissons se remplissent lentement d'eau et la gravité aide l'équipe à terminer le roulis. Les caissons disposent d'un système de ballast informatique pour équilibrer le navire et éviter la surrotation. À 6 degrés par heure, le navire se redresse sans aucun déversement dans l'environnement. À 03h59, après 19 heures de travail, le redressement de la coque est achevé. Le 17 septembre 2013, après avoir été submergé pendant 20 mois, le navire est enfin redressé en position complètement verticale. Ceci marque une étape majeure dans l'opération. L'équipe célèbre une victoire importante, mais malgré l'optimisme, elle sait que son travail est loin d'être terminé. À ce stade, le coût de l'opération dépasse déjà 800 millions de dollars, bien au-dessus de l'estimation de 300 millions de dollars. Après avoir retourné le navire, ils inspectent les dégâts à tribord. Le 10 octobre 2013, une option de 30 millions de dollars est prise avec Dockwise, une société holding néerlandaise pour l'utilisation du Dockwise Vanguard, le plus grand navire semi-submersible de transport lourd au monde. La société de sauvetage n'est pas certaine de pouvoir remettre le Concordia à flot et le Dockwise Vanguard est une option possible pour transporter le Costa Concordia. En décembre 2013, le gouvernement lance une invitation à 12 entreprises pour soumissionner au démantèlement du navire. Avec la saison qui devient plus froide, Titan de Selvage fait de son mieux pour préparer le navire à résister aux conditions hivernales. Ils ajoutent un système de retenue pour empêcher tout mouvement de la proue, comme lors de la première phase. Ensuite, ils installent des sacs de lest amovibles supplémentaires entre l'épave et les rochers du rivage. Et enfin, ils positionnent des tubes qui relient les plateformes sous-marines au Concordia du côté bâbord. Le 1er février 2014, l'un des plongeurs de Titan travaillant sur l'épave se coupe la jambe sur une tôle métallique. Un autre plongeur le ramène à la surface, mais le plongeur meurt de sa blessure. L'épave tient bon pendant les rudes mois d'hiver, et en avril 2014, les équipes de sauvetage commencent à installer les caissons de flottaison, tribord dans le cadre de la phase 4. Les dégâts sur tribord compliquent la tâche, car l'équipe doit disposer d'une surface plane pour fixer les caissons de flottaison. Ils installent de lourdes poutres en acier sous l'eau et à l'intérieur des zones endommagées. Les poutres en acier sont équipées de butoirs à leur extrémité qui épousent le profil extérieur du côté tribord endommagé. Cela permet d'installer les caissons en parfait alignement et de transférer les forces de levage dans la coque du navire. L'équipe installe également un système de contrôle du ballast sur les caissons pour les préparer à la phase de renflouement. Fin avril 2014, après 2 jours et demi de travail, le plus grand caisson est installé côté tribord de l'épave. Ils utilisent une grue de levage lourde à bord d'une barge pour mettre le caisson en place. Les caissons du côté bâbord sont remplis de plus d'eau pour contrebalancer le nouveau poids sur le côté tribord. Début juillet 2014, les sauveteurs installent le dernier des 15 caissons sur le côté tribord et 4 nouveaux caissons sur le côté bâbord. Cela marque la fin de la phase 4, réalisée par 350 techniciens dont 120 plongeurs. Après 2 ans et demi, la dernière étape du plan, la phase 5, est arrivée. L'équipe prévoit de soulever le Concordia de quelques mètres et de déplacer l'épave de 30 mètres vers des eaux plus profondes.
le 14 juillet à 6h00 Sloan, et l'équipe Titan se rassemble en arène dans la salle de contrôle à distance qui sert de centre de commandement à l'équipe. Ils peuvent observer l'opération, utiliser et surveiller les systèmes de ballast et les vérins de halage via ordinateur. Ils entament le relevage du navire de 30 000 tonnes. Le capitaine Sloan donne l'ordre de démarrer les systèmes de purge pneumatique installés sur les caissons. De l'air est pompé dans les caissons et l'eau est expulsée. Le Concordia monte lentement, laissant 18 mètres de coque sous la ligne de flottaison, sans tirant d'eau ni espace entre le fond et le navire. Les sauveteurs ne s'attendaient pas à ce qu'il n'y ait aucune flottabilité excédentaire disponible pendant la remise à flot. Sans les Blister Sisters, comme à la proue de l'épave, ils n'auraient sans pas pu relever le navire. L'équipe de sauvetage doit effectuer une manœuvre de retrait risquée à l'aide de remorqueurs. Lorsqu'on tire un navire qui s'est échoué, il commence souvent à bouger très lentement. Puis il prend de l'élan et accélère très rapidement. Reprendre le contrôle d'un navire après l'avoir tiré à pleine puissance peut être difficile, surtout si l'espace de manœuvre est limité, mais ils y parviennent sans problème. En 4 jours, Titan Selvage a ajusté le ballast pour atteindre un tirant d'eau de 18,5 mètres permettant l'entrée du navire en cale sèche. Le 22 juillet, après plus de 2 ans depuis le début de l'opération, le Costa Concordia est prêt pour son dernier voyage. Le lendemain matin, Titan Selvage le remorque et le Concordia quitte les eaux de Giglio pour la dernière fois. Les biologistes marins restaurent soigneusement la vie marine qui avait été déplacée et continuent de surveiller la santé de l'environnement. Peu à peu, la vie reprend son cours pour cet écosystème et les habitants de Giglio. Le 27 juillet, le Concordia termine un voyage de 4 jours pour arriver au port de Gênes. Il a été accueilli par le consortium de recyclage naval chargé de démanteler le navire. L'équipe réunissait les entreprises italiennes Shipem et San Giorgio del Porto. Selon leurs prévisions et leur stratégie, ils pensaient que le démantèlement durerait plus de 22 mois. Pour mener à bien le projet, ils ont employé plus de 350 personnes travaillant en équipe presque 24 heures sur 24. Le 9 octobre, le consortium a obtenu les permis et autorisations nécessaires pour commencer les procédures. Le port se composait de 2 chantiers distincts. Le navire était amarré à une digue au port lorsque le démantèlement a commencé. La Buncina de Voltri servait aux opérations logistiques et à la gestion des déchets. Au cours du processus, l'équipage s'est concentré sur la maximisation de la récupération des matériaux précieux du navire. L'acier, l'aluminium et d'autres métaux ont été recyclés et réutilisés. Le démantèlement initial du navire consistait à retirer et à enlever le mobilier et les équipements des ponts situés au-dessus de l'eau, en commençant par les ponts les plus élevés et en descendant progressivement. L'un des principaux objectifs de cette phase était de réduire le tirant d'eau de l'épave. L'équipe a pris des mesures pour minimiser l'impact environnemental du processus de démantèlement. Ils ont instauré des mesures strictes de contrôle de la pollution et de confinement. Chaque jour, le navire autrefois puissant rétrécissait. Le 11 mai 2015, la coque a été remorquée sur Dix Miles jusqu'au quai Superbacino à Gênes, où les ponts supérieurs et la superstructure ont été démantelés. En août 2016, ils ont retiré les derniers saucaissons de flottaison et les structures externes restantes. Avec la coque du Costa Concordia désormais exposée, ils sont passés à la phase finale. En septembre 2016, la coque a été transférée dans la cale sèche numéro 4 de Gênes. Ils ont retiré tous les aménagements intérieurs et démoli les superstructures restantes. Le démantèlement final du navire a été achevé avec plus de 53 000 tonnes d'acier recyclé.